Aujourd'hui, donc, juste situer ce cours d'aujourd'hui, qui, comme d'habitude, donc, a lieu entre 10h et midi, puisque vous vous souvenez que le thème d'ensemble de l'année, c'est Histoire sans frontières, c'est-à-dire, en fait, les différentes formes de présence du passé dans une société, que ce soit la nôtre ou que ce soit des sociétés anciennes, et que dans le premier cours, j'avais essayé de désigner deux relations ou deux compétitions entre des formes de présence du passé, l'une qui est la relation ou la compétition entre l'histoire et la fiction, et l'autre qui est la relation ou la compétition entre la mémoire et l'histoire. Le dernier cours, il y a 15 jours, qui était consacré à une relation entre Braudel et Cervantes, était une étude de cas pour la première de ces deux relations, puisqu'il s'agissait de voir d'un côté comment un historien pouvait lire ou s'approprier des textes de fiction, en ce cas-là Cervantes par Braudel, et plus particulièrement les nouvelles exemplaires, et aussi de voir comment on pouvait donner une lecture de la fiction à partir des catégories d'un historien, et de là l'attention portée sur les multiples formes de la mobilité du ou dans le texte du Quichotte, qui était la seconde partie de cet exposé. Aujourd'hui, je reviens à ce qui était le commencement de la première conférence, c'est-à-dire les relations entre mémoire et histoire, et ici en partant d'un thème qui est celui d'une lecture de Don Quichotte, du moins certains des chapitres du Quichotte, à partir, avec l'aide des catégories établies par Paul Ricoeur dans son livre majeur de l'année 2000, Mémoire, Histoire, Oubli. Alors, il y a un préalable à cet exercice, c'est-à-dire le fait qu'il suppose implicitement que des significations qui sont présentes dans un texte sont restées incompréhensibles ou peu perçues par les contemporains de ce texte et se trouveraient comme révélées, on dirait cela d'une photographie pour une pellicule. Ces significations se trouveraient révélées lorsqu'on peut les énoncer dans des formulations qui sont évidemment tout à fait postérieures à la date de l'apparition de l'œuvre, et donc on les formulait à travers des catégories qui étaient tout à fait inconnues dans l'époque de leur écriture et de la lecture de l'écriture et de la lecture de ces œuvres. Et évidemment, le premier réflexe de l'historien par rapport à cette opération, qui consiste à révéler des significations latentes grâce à l'utilisation d'une conceptualisation ou d'un langage qui, par définition, ne pouvaient être ceux, dans ce cas du XVIIe siècle, la première réaction de l'historien est évidemment de crainte ou d'effroi ou de doute, puisqu'il est au bord de commettre ce qui est le péché le plus impardonnable pour l'histoire, c'est-à-dire l'anachronisme. Et on peut se rappeler, je ne m'en prendrai qu'un exemple, les critiques de Lucien Febvre contre ce péché d'anachronisme, lorsque les historiens appliquaient à des textes ou à des hommes des sociétés anciennes, leur supposaient des catégories de pensée ou des formes de sensibilité qui leur étaient tout à fait étrangères. Une des plus fortes mises en garde de Febvre contre ce péché d'anachronisme se trouve dans le livre qui a été publié en 1944, Amour sacré, amour profane, autour de l'Heptaméron, c'est-à-dire un livre autour du recueil des nouvelles de Marguerite de Navarre. Febvre écrivait: à ses ancêtres, c'est-à-dire les hommes du XVIe siècle, prêter candidement des connaissances de faits, donc des matériaux d'idées, que nous possédons tous, mais qu'aux plus savants d'entre eux il était impossible de se procurer, doter les contemporains du pape Léon X avec une générosité sans fond des conceptions de l'univers et la vie que notre science nous a forgées, et qui sont telles qu'aucun de leurs éléments, ou presque, n'habita jamais l'esprit d'un homme de la Renaissance, on compte malheureusement les historiens, je dis les plus huppés, qui reculent devant une telle déformation du passé, une telle mutilation de la personne humaine dans son évolution. Et ceci, sans doute, faute de s'être posé la question que nous posons, la question de l'intelligibilité. En fait, un homme du XVIe siècle doit être intelligible non par rapport à nous, mais par rapport à ses contemporains. On voit donc du coup qu'il y a là
une méfiance, une condamnation de toute forme d'anachronisme. Et du coup, lire Cervantes avec les catégories de Ricoeur pourrait tomber sous le coup de cette condamnation. En même temps, on peut repérer comment certains historiens ou même philosophes ont pratiqué délibérément l'anachronisme pour produire des effets de connaissance. On peut penser par exemple, dans le cas de la philosophie, aux reformulations des problèmes les plus classiques de la philosophie ancienne ou du XVIIe siècle par les catégories de la philosophie analytique. On peut penser, dans le domaine des études textuelles, à l'utilisation des catégories de la sémiotique appliquées aux œuvres les plus canoniques produites dans un temps qui ignorait cette discipline. On peut même penser qu'au-delà de ces exemples, je pense pour le premier à des réflexions de Richard Rorty, pour le second aux travaux magnifiques de Louis Marin, on peut même penser que certains historiens ont fait un usage systématique de l'anachronisme pour que soient perçues de manière plus aiguë les différences entre les sociétés anciennes qu'ils décrivaient et d'autre part les sociétés qui étaient celles de l'historien, les nôtres. Et l'exercice étant ici une transposition, une traduction des réalités anciennes dans des termes contemporains. Vous pouvez en trouver un exemple puissant dans la contribution de Paul Venn à l'histoire de la vie privée, le premier volume de cette histoire de la vie privée, publié sous la direction de Philippe Ariès et Georges Duby, et dans lequel Paul Venn systématiquement produit de l'anachronisme pour que soit perçue plus radicalement la différence entre les institutions ou les catégories de la Rome antique par rapport à notre temps. On voit donc qu'il y a là une double utilisation de l'anachronisme, soit pour formuler plus rigoureusement que ne pouvaient le faire les langages du temps un certain nombre de significations latentes dans les textes, soit, dans le cas de Paul Venn, par exemple, l'utilisation d'homologies qui n'ont pour but que de faire percevoir plus fortement les discontinuités. Il y a quelque chose de commun, c'est des approches, et qui va fonder ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée qu'il existe un sens latent, un sens virtuel dans les œuvres, un sens qui est peut-être au-delà ou en deçà des intentions conscientes des auteurs, et qui, du côté des lecteurs, était indiscernable parce que ces lecteurs étaient dépourvus des catégories intellectuelles ou esthétiques qui auraient été capables de leur faire saisir ces potentialités présentes dans les textes, les images ou les pratiques. On est donc là face à des significations en attente et qui peuvent être révélés lorsque des instruments conceptuels tout à fait étrangers au temps de la création des œuvres sont mis en œuvre. Du coup, on a là un exercice qui est un exercice intéressant mais délicat, et c'est dans le cadre de cet exercice que je voudrais penser à la mise en relation entre une œuvre qui habite ses cours ou ses séminaires, c'est-à-dire le Don Quichotte de Cervantes, avec les catégories forgées par un philosophe contemporain, malheureusement récemment, décédé maintenant, mais qui en 2000 avait publié ce livre Mémoire, Histoire, Oubli, Paul Ricoeur. À première vue, cet rapprochement ou cette confrontation pourrait paraître extrêmement incongru entre une histoire parue en 1605 et un livre de philosophie paru en 2000. Et d'autre part, parce qu'il n'y a rien de plus dissemblable, on pourrait le penser, entre l'écriture de la fable telle que la porte Cervantes et la réflexion qui est présente dans le livre de Paul Ricoeur et qui est une réflexion fondamentalement phénoménologique et épistémologique. Et j'ajouterais aussi que pas une seule fois Ricoeur ne cite Don Quichotte dans les pages de son livre. Alors, pourquoi cette entreprise et comment la justifier ? La première raison, c'est d'essayer d'inverser la relation que les historiens ont entretenue avec l'œuvre de Paul Ricoeur
et dont vous avez pu entendre quelques éléments dans le premier cours de cette année. Classiquement, la lecture des historiens de la mémoire, l'histoire, l'oubli est une lecture de commentaires, soit qui reconnaît des dettes, soit qui développe quelques critiques par rapport aux thèses avancées par Ricoeur. On peut avoir un écho de cette relation, à la fois d'endettement et éventuellement de critique, dans un numéro du débat de novembre-décembre 2002, où 4 lecteurs de Ricoeur apportent, avant qu'il ne réponde, un certain nombre de remarques ou de discussions avec son travail. Mais ici, le propos est autre, presque inverse, puisqu'il s'agit de comprendre, de montrer comment des catégories d'analyse de Ricoeur peuvent devenir des instruments pour un travail de lecture historique. Il s'agit donc d'une mise à l'épreuve et non pas d'un commentaire, et d'un emploi qui doit produire de la connaissance et non pas l'interprétation d'une œuvre déjà là. Dans une certaine manière, on peut dire que ce projet inverse la démarche de Ricoeur, dont vous vous souvenez que la phénoménologie et l'épistémologie sont fondées sur la lecture de travaux d'historiens. Ici, il s'agit de proposer des analyses historiques qui mobilisent les catégories phénoménologiques ou herméneutiques de Ricoeur. Et il y a là peut-être un paradoxe, puisque une des caractéristiques évidemment de l'œuvre de Ricoeur dans Mémoire, Histoire, Oubli, c'est de vouloir viser ou cerner des invariants anthropologiques. Il ne récuse pas le fait que la mémoire, par exemple, est un objet d'histoire, est un objet de sociologie, est un objet d'anthropologie, mais ce qui l'intéresse dans son projet, c'est de repérer dans leur universalité un certain nombre d'invariants anthropologiques au sens premier du terme, c'est-à-dire partagés par l'entière humanité. Et de la même manière, les opérations de la mémoire ou la conscience du temps sont traitées dans cette perspective phénoménologique et herméneutique, donc référées à l'universel. Évidemment, pour l'usage que je ferai de ces catégories dans cette présentation, il est évident que l'historicité devient première, l'historicité de toute forme de production symbolique et de toute approche qui veut s'en saisir. On est donc là devant une tentative risquée par rapport à cette discordance entre les invariants anthropologiques recherchés par Ricoeur et d'autre part l'utilisation proprement historienne des catégories qu'il nous propose. Le second déplacement, c'est aussi un déplacement par rapport à une autre des lectures des historiens de l'œuvre de Paul Ricoeur, c'est-à-dire une lecture qui, s'attachant à un livre précédent, les 3 volumes de Temps et Récits, a montré combien étaient partagées les structures narratives utilisées par la fiction, particulièrement le roman, et par l'écriture de l'histoire, que ce soit les catégories du temps, le concept de causalité, la personnification des agents. Il y a là tout un socle commun qui a été mis en évidence. Et d'autre part, comme on l'a dit la fois au premier cours, dans Temps, Mémoire, Histoire, Oubli, l'épistémologie de l'histoire que développe Paul Ricoeur est évidemment un objet de lecture particulièrement attentive des historiens. Vous vous souvenez, il s'agissait de distinguer entre ces 3 moments de l'opération historiographique, la critique documentaire, la construction de l'explication, la représentation du passé, pour les contraster avec les opérations propres de la mémoire, l'accréditation ou non du témoignage, l'immédiateté de la réminiscence et la reconnaissance du passé. Donc une série d'oppositions terme à terme. Et c'est cette opposition-là qui a été le plus souvent commentée par les historiens s'emparant du livre de Paul Ricoeur, et d'ailleurs dans, comme je le disais, le premier cours de cette année. Ici, aujourd'hui, il s'agit de déplacer l'attention dans le livre même de Ricoeur sur d'autres parties de l'œuvre. La première partie qui a pour titre de la mémoire et de la réminiscence,
ou bien encore le 3e chapitre de la 3e partie qui a pour titre « L'oubli ». Et ces passages-là de l'œuvre de Ricoeur seront mobilisés comme des possibles clés de lecture pour les chapitres centraux du chapitre 23 au chapitre 30 de la première partie de Don Quichotte, parce que ces chapitres-là sont habités ou hantés par le thème de la mémoire et de l'oubli. Et donc, du coup, on peut peut-être en proposer une lecture plus dense et qui met à nu ces virtualités de signification qui étaient là présentes lorsque on mobilise les réflexions de Ricoeur dans ce qu'il appelle cette esquisse phénoménologique de la mémoire, ou bien ces réflexions sur les relations entre mémoire personnelle et mémoire collective. Alors entrons dans la matière. La première distinction que nous propose Paul Ricoeur dans son livre est la distinction qui oppose le souvenir et le rappel, c'est-à-dire la survenance du passé, et de l'autre côté, le travail de la mémoire. Et cette distinction, il la formule dans plusieurs langages. On peut la formuler dans le langage de la philosophie aristotélicienne. D'un côté, mnémé, qui signifie cette évocation du souvenir, le souvenir qui survient, qui va habiter l'individu, et de l'autre côté, anamnésis, c'est-à-dire le travail de la mémoire, la quête de la mémoire. Et l'opposition mnémé-anamnésis, qui donne en français anamnèse, est une fondamentale constante, puisque d'un côté, que le sujet est comme passif, envahi par un souvenir qu'il n'a pas désiré, et de l'autre côté, que le sujet est actif, puisqu'il se met en quête du passé qui est présent dans sa mémoire, mais qui ne apparaît qu'à condition de l'avoir retrouvé. Ou bien Ricoeur formule dans un langage plus contemporain cette même opposition en s'appuyant sur Bergson, qui opposait d'un côté le souvenir spontané et de l'autre côté ce qu'il désignait comme le rappel laborieux. Il y a donc une double modalité de la mémoire, et le mot masque cette dualité. D'un côté, un surgissement incontrôlé du souvenir, et de l'autre côté, une entreprise de remémoration. Et Cervantes mobilise, sans ces catégories évidemment de Bergson, mais pas même celles d'Aristote, mobilise à l'état pratique, dans l'écriture de la fiction, pour une finalité esthétique, cette fondamentale distinction que souvent les réflexions ou les travaux sur la mémoire ont effacée. Du côté du travail de l'anamnèse, c'est-à-dire de l'entreprise de remémoration, du rappel laborieux, de la quête du souvenir, on trouverait Cardenio, ce jeune noble andalou qui, par désespoir d'amour, trahi par son ami Fernando, a fait retraite dans la Sierra Morena et vit comme un homme sauvage, ce qui lui a valu de la part des gardiens de chèvres, qui sont aussi des habitants de cette montagne de la Sierra Morena, le surnom de El Roto de la Mala Figura, le déguenillé à la piètre figure. Et c'est dans la Sierra Morena que Don Quichotte rencontre Cardenio, puisque lui aussi veut faire une retraite imitant soit Orlando Furioso, soit Amadis de Gaulle. Et il y a un parallèle qui s'établit entre les deux hommes qui sont dans la même situation, la Sierra Morena, pour une même fin, c'est-à-dire une retraite hors du monde. Et du coup, ce parallèle est reconnu immédiatement par Don Quichotte lui-même, je cite, « Descendant de Rocinante, il alla, d'un air avenant et de bonne grâce, donner la collade à Cardenio et le tint longtemps serré dans ses bras, comme s'il l'avait connu de longue date. » Donc, un de ces parallèles importants dans le texte de Cervantes entre ces deux fous, qui sont tous les deux d'ailleurs des lecteurs
des romans de chevalerie qui leur ont inspiré leur conduite de retraite dans la Sierra Morena. À la demande de Don Quichotte, qui reconnaît donc comme un frère de lecture dans Cardenio, celui-ci entreprend le récit de son histoire. Et cette entreprise suppose une remémoration laborieuse, mais aussi douloureuse. Je cite dans la traduction de la Pléiade par Jean Canavaggio. « Si vous désirez, messieurs, que je vous dise en quelques mots l'immensité de mes malheurs, il vous faut promettre de n'interrompre par aucune question, ni de quelque autre manière, le fil de ma triste histoire. Car à l'instant même où vous le ferez, ce que je vous aurai raconté en restera là. Si je vous avertis de la sorte, c'est que je voudrais abréger le récit de mes infortunes, car de les ramener à ma mémoire, traerlas a la memoria, ne me sert qu'à en ajouter de nouvelles. Et moins vous me ferez de questions, plus tôt j'aurai fini de les dire, d'autant que je n'omettrai rien qui soit d'importance pour satisfaire pleinement votre désir. » Et c'est le commencement de cette entreprise de rémémoration par Cardenio, qui va d'ailleurs développer, déployer l'histoire de cette nouvelle, entre guillemets, inscrite à l'intérieur du Don Quichotte, qui est introduite par cet avertissement en relation avec l'anamnèse, c'est-à-dire cette quête de la mémoire, cette descente ou cette récupération du passé dans la mémoire peut être mobilisée, mais c'est un rappel pénible, c'est un rappel douloureux dans la mesure où le récit au présent redouble la souffrance ancienne au passé. Et du coup, c'est l'advertissement de Cardenio. Cet exercice doit être bref et ne supporte pas les interruptions qui prolongent la douleur. Et on voit là se mettre en place, dans le récit de Cervantes, ce lien entre la mémoire comme une possible souffrance et de l'autre côté, la mémoire comme le résultat d'une opération active. Et finalement, dans son vocabulaire à lui, Cervantes désigne ici ce que Ricoeur, dans son livre, désigne appuyé sur deux textes fondamentaux de Freud, de 1914 et 1915. Le premier, remémoration, répétition, perlaboration, et le deuxième, plus connu, deuil et mélancolie. Parce que dans ces deux textes, Freud liait deux traitements de la mémoire, l'un qui était la mémoire comme pathos, comme souffrance, et l'autre qui était la mémoire comme technique mémorielle, ou comme commente Ricoeur, la désignation de, je cite, le point d'articulation du côté passif, pathique de la mémoire infligeant cette douleur par la répétition de la douleur ancienne, et, je continue la citation, du côté actif de l'exercice de la mémoire. La relation est ironiquement établie dans l'écriture de Cervantes entre ces deux figures de la mémoire, c'est-à-dire ce travail de remémoration de Cardenio et le possible surgissement d'un souvenir qui est déclenché par la situation, mais qui finalement est du côté d'une survenance, d'un surgissement. Il est mis en texte par Cervantes à l'intérieur de la déclaration de Cardenio par une intervention qui vient justement interrompre ce qui n'aurait pas dû être interrompu de Don Quichotte. Ces paroles du déguenillé, c'est-à-dire donc de Cardenio, remirent à Don Quichotte en mémoire l'histoire que lui avait racontée son écuyer lorsqu'il ne sut pas trouver le nombre de chèvres qui avaient passé la rivière et qu'elle était demeurée en suspens. Ou pour en revenir à Cardenio, celui-ci poursuivit en disant, etc.
Alors cette idée que le discours de Cardenio fait surgir dans la mémoire de Don Quichotte un épisode passé, qui est celui du chapitre 20, met en place cette tension entre la quête laborieuse d'un côté, celle de Cardenio, et d'autre part le surgissement immédiat qui est ce souvenir qui vient à Don Quichotte. Alors la référence aux fameuses chèvres et à leur nombre méconnu est une référence au chapitre 20 du Quichotte. Là, nous sommes au chapitre 23 dans ce que je décris. Et dans ce chapitre 20, pour passer le temps, une nuit avant une attaque contre ce qu'il imagine comme de terribles adversaires ennemis par Don Quichotte, Sancho raconte un conte à Don Quichotte. Et dans ce récit, l'interruption arrive parce que Don Quichotte n'a pas suivi la consigne que lui avait donnée Sancho, c'est-à-dire de compter régulièrement combien de chèvres avaient été dans l'histoire transportées d'une rive à l'autre d'un fleuve par un pasteur. Une autre chèvre, puis une autre et encore une autre. Et le fait que Don Quichotte, irrité par cette manière de raconter et perdant le fil du nombre des chèvres qui sont dans le récit, met fin brutalement à la récitation parce que il ne s'est pas conformé à la consigne de Sancho, et celui-ci lui avait pourtant donné comme avertissement: « Prenez garde, monsieur, au nombre de chèvres que le pêcheur est en train de passer. S'il vous en sort une seule de la mémoire, le conte se terminera et il ne sera pas possible d'en dire un mot de plus. » On voit donc du coup qu'il y a un parallèle entre, d'un côté, le travail d'anamnèse de Cardenio qui ne peut pas supporter l'interruption dans ce registre de la souffrance individuelle, et d'autre part cet effort de mémoire de Sancho qui a mobilisé dans sa mémoire un conte que l'on compte dans son village, comme il le dit, et qui, par sa forme fixe, figée, ne peut pas non plus supporter l'interruption. Dans les premiers cas, celui de Cardenio, l'interruption accroît jusqu'à l'insupportable la douleur qui accompagne la remémoration des malheurs anciens. Dans ce cas-là, Cardenio trahi par Fernando qui a séduit la jeune femme avec qui il avait échangé des promesses de mariage, Lucinda. Et dans le cas de la récitation du conte de Sancho, l'interruption est une brise la formule obligée, donc du coup brouille la mémoire même de l'histoire telle que Sancho l'avait incorporée. On a donc un premier élément dans ce chapitre 23 qui est les conditions douloureuses de la remémoration lorsqu'il s'agit d'une anamnèse et la possibilité introduite à l'intérieur de cette remémoration d'une vie ou d'un conte, d'une survenance d'un souvenir, mais qui peut, comme on le voit avec le récit de Cardenio, en entraîner la fin. L'autre modalité de la mémoire, celui de la survenance du souvenir, est également présente dans la Sierra Morena. Il ne s'agit donc plus de l'anamnèse, mais de la mnémée aristotélicienne, c'est-à-dire le moment où un souvenir envahit l'individu sans qu'il l'ait nécessairement voulu, comme une pensée du dehors, pour reprendre une expression appliquée dans un autre contexte par Foucault. C'est cette mémoire-là qui vient à Don Quichotte au moment où il entreprend d'écrire une lettre à Dulcinée, puisque dans cette retraite de la Sierra Morena, il veut l'épreuve est celle de l'amour de la dame de ses pensées, et donc il veut lui écrire une lettre, et du coup Sancho profite de cette idée de Don Quichotte d'écrire une lettre à Dulcinée pour lui en faire écrire une autre, qui est la conséquence du vol de son âne par Ginés de Pasamonte, et que la promesse faite par Don Quichotte que sa nièce, lorsque Sancho rentrera
dans le village, lui fera don pour compenser l'âne volé de 3 ânons. Alors il s'agit donc d'écrire 2 lettres, une lettre d'amour pour Dulcinée et puis cette sorte de lettre de change qui est demandée par Sancho. Et là où il se trouve, donc dans la Sierra Morena, écrire des lettres n'est pas une chose aisée. Je cite ce que dit Don Quichotte. « Puisque nous n'avons pas de papier, il serait bon que nous l'écrivions, comme faisaient les anciens, la lettre à Dulcinée, sur des feuilles d'arbre ou des tablettes de cire. Encore qu'il doit être aussi difficile à trouver à présent il doit en être aussi difficile à trouver à présent que du papier. Mais il me revient à l'esprit, me ha venido a la memoria, où il sera bon, et même très bon, de l'écrire, c'est le Librillo de Memoria, traduit par cahier de notes, qui appartenait à Cardenio. Et toi, Sancho, tu auras soin de la faire transcrire sur du papier, en belle écriture, dans le premier village que tu trouveras où il y ait un maître d'école, ou bien n'importe quel sacristain te la recopiera. Mais ne la donne à recopier à aucun greffier, car ces gens-là ont une lettre de chicanerie que Satan lui-même n'entendrait pas. C'est un texte extrêmement intéressant, extrêmement riche, puisque, d'une part, il donc est lié à cette idée que vient à la mémoire de Don Quichotte, sans que ce soit le résultat d'une quête de l'anamnèse, mais comme un souvenir qui surgit, là où peut-être on peut écrire lorsqu'il n'y a pas de papier ni de plume dans la Sierra Morena, c'est-à-dire sur le Librillo de Memoria, ce livre ou livret que Sancho et Don Quichotte ont trouvé sur le chemin, puisque dans sa volonté de faire l'homme sauvage, Cardenio s'était dépouillé de tous ses bagages et aussi de tout, ou presque, ses vêtements. Et donc, le Librillo de Memoria va pouvoir servir de support pour l'écriture, mais à condition que la lettre qui sera écrite là puisse être transcrite sur du papier, un papier papel, dit le texte, et de là les conseils, les demandes que fait Don Quichotte à Sancho sur l'idée de trouver qui serait capable de transcrire sur une feuille de papier ce qui a été, un feuillet de papier, ce qui aura été écrit par lui dans le Librillo de Memoria. Et c'est du point de vue d'une histoire des rapports à l'écriture. Vous vous souvenez du premier cours où j'avais évoqué la révolte de Jack Cade, mise en scène par Shakespeare comme une radicale dénonciation et condamnation de la culture écrite. Ici, on entre où l'on voit que d'un côté, comme dans le quai de Shakespeare, c'est-à-dire cette seconde partie d'Henri VI, il y a une totale défiance par rapport à ceux qui sont des maîtres d'une écriture que l'on ne peut lire. C'est ce qui a été traduit comme lettre de chicanerie, mais qui est dans le texte Cervantes letra processada, c'est-à-dire une forme d'écriture propre, une gothique propre au monde des greffiers ou des secrétaires des tribunaux, et une écriture cursive qui est considérée comme illisible. Effectivement, tous les historiens qui travaillent sur des procès du XVIe siècle ont des plus grandes difficultés par rapport à ces écritures cursives des scribes de chancellerie ou de tribunaux, et qui, parce qu'elle est illisible, peut être associée, même Satan ne l'entendrait pas, est associée à une forme de sorcellerie. C'est le cas dans le Cade portraituré par Shakespeare, puisque le clerc Emmanuel est condamné à être pendu, puisqu'il est capable d'écrire ce qui s'appelle la court hand dans l'Angleterre contemporaine de Cervantes, qui est l'écriture des scribes de chancellerie et plus encore de tribunaux, et qui passe pour être lié avec des intentions diaboliques. Donc du coup, cette méfiance par rapport à ce type-là de transcripteur et la recommandation de rencontrer soit un sacristain dans une paroisse, soit un maître d'école. Le texte espagnol est plus précis puisqu'il dit maestro de escuela de muchachos, c'est-à-dire un maître d'école de garçons.
ce qui est un détail qui n'est pas sans importance, puisque, évidemment, l'apprentissage de l'écriture a toujours été considéré comme dangereux lorsqu'il était destiné, dans les sociétés anciennes, il était destiné à des jeunes femmes ou des jeunes filles qui pouvaient, du coup, se soustraire, par cette capacité de communication propre et personnelle, à toutes les formes des dominations masculines, du père, du mari ou du prêtre. Et alors que l'apprentissage de l'écriture pour les garçons paraît être comme une nécessité de plus en plus forte pour trouver des emplois qui peuvent être plus facilement rencontrés lorsque la capacité du lire et de l'écrire est disponible. Ce qui est aussi le point plus fondamental que cette petite parenthèse sur l'écriture et ceux qui écrivent, c'est que le fait que ce qui vient à la mémoire de Don Quichotte, c'est la présence d'un librillo de memoria, et traduit comme cahier de notes et comme on peut le penser, avec une certaine inexactitude, dans la mesure où le librillo de memoria est en Espagne l'équivalent de ce que sont les writing tables en Angleterre ou les tablettes en France. Et comme je l'ai déjà dit, puisque nous avons rencontré cet objet dans les nouvelles exemplaires, et en particulier dans Rinconete y Cortadillos, un librillo de memoria a été possédé par un de ces voyageurs à qui il a été dérobé lorsque Rincon y Cortado entre dans la ville, et d'autre part, on se souvient que Monipodio, le maître des gueux, tient un librillo de memoria dans lesquels sont inscrites toutes les mauvaises actions qu'ils doivent faire en échange des paiements qui leur ont été donnés, et aussi sont borradas, sont effacées lorsqu'elles ont été faites, ces actions. Donc le librillo de memoria ne nous est pas inconnu, simplement on peut revenir sur cet objet puisqu'il est central dans des chapitres du Don Quichotte qui portent justement sur les rapports entre l'écriture et la mémoire. Il s'agissait donc d'objets où l'écriture peut être effacée parce qu'elle est faite avec un stylet sur un enduit qui recouvrait les feuillets, un enduit composé de colle, de plâtre et de vernis. La définition en est très claire, on la rencontre de manière extrêmement précise au début du XVIIIe siècle, dans le tome 4 du dictionnaire de la langue castillane, qui est le dictionnaire qui a été composé par l'Académie royale. La définition est « petit livre que l'on a coutume de porter dans la poche, dont les feuillets blancs sont recouverts d'un enduit, embetunadas, bétoun qui ici vise une mince pellicule, comme je le disais, faite de plâtre, de colle et de vernis, et dans lequel on inclut une plume de métal dans la pointe de laquelle est inséré un petit morceau de crayon avec lequel on note dans le petit livre tout ce que l'on ne veut pas confier à la fragilité de la mémoire et que l'on efface ensuite afin que les feuillets puissent servir de nouveau. On voit donc qu'on a la définition de l'objet portable que l'on met dans la poche, la possibilité d'écrire, d'effacer et de réécrire, le fait que l'on écrit avec cette plume de métal dont la pointe est un piedra lapis, c'est-à-dire le crayon, et que donc qui sert aussi pour fermer le librillo de memoria. Alors, la plume est inclue dans le librillo, mais c'est pas une plume d'oie, c'est un petit stylet de métal dont le bout est un crayon. Et le plus intéressant, c'est évidemment cette référence à l'usage. D'un côté, il permet une écriture, une fixation qui vient en aide à la mémoire et qui va enregistrer ce que la mémoire pourrait perdre, l'idée de ce que l'on ne veut pas confier à la fragilité de la mémoire. Et de l'autre côté, il y a cette idée complémentaire que cette mémoire écrite, que cette trace transcrite
est de l'ordre de l'effaçable, du temporaire, de l'éphémère, une fois que son utilité a disparu, et parce que l'on peut ainsi réutiliser les mêmes pages, les mêmes feuillets pour une nouvelle écriture. Et donc, du coup, on voit que la matérialité même du Librillo de Memoria, ainsi désigné par la langue espagnole, noue deux thèmes qui sont tout à fait fondamentaux dans la réflexion philosophique de Ricoeur. Le premier thème, c'est la relation entre la mémoire vive et le discours écrit. Et ici, classiquement, Paul Ricoeur approche cette question avec un texte de Platon infiniment commenté, qui est le Phèdre, le dialogue du Phèdre, dans lequel toute la tension est entre la perte possible des capacités de la mémoire lorsqu'il est introduite l'écriture. C'est un texte qui a été infiniment commenté. Un des commentaires les plus célèbres est celui qu'avait donné Derrida. Celui de Ricoeur est un peu différent, mais reste quelque chose qui est commun aux commentaires de Derrida et aux commentaires de Ricoeur. C'est l'idée de la parenté qui existe entre les écritures qui s'inscrivent sur des supports, dans le cas de Platon, le papyrus ou la pierre, et de l'autre côté, ce que l'on peut désigner comme l'écriture dans l'âme, c'est-à-dire des traces de mémoire qui sont comme métaphoriquement écrites, mais dans l'âme, sans le tracé graphique. Et ce qui, du coup, fait que Ricoeur commente ce texte du Phèdre de Platon en évoquant cette réserve d'écriture qui est au cœur même de la mémoire vive, et c'est elle qui autorise à envisager l'écriture, alors ici dans un sens matériel et non plus métaphorique, comme un risque à courir. On voit qu'il y a donc comme un mouvement dialectique, c'est-à-dire cette présence des traces dans l'âme ou dans la mémoire, pensée métaphoriquement comme une écriture, comme une inscription. Et du coup, la matérialité de l'inscription, qui est la trace graphique, peut être directement la conséquence de cette réserve d'écriture qui est présente là même où il n'y a pas écriture au sens le plus ordinaire, le plus graphique. Et donc, du coup, on a dans ce raisonnement cette attention sur la mémoire archivée, qui est pensée comme une inscription, mais qui déborde la seule fixation écrite des discours sur un support matériel, puisque, comme le dit Ricoeur, sous une forme ou sous une autre, cette inscription a toujours accompagné l'oralité. Et vous voyez qu'il y a là une parenté entre un commentaire de Derrida qui, retournant à la grammatologie, reconnaît de l'écrit avant même l'écrit à l'intérieur des formes de la parole vive, et qui ici joue sur l'idée de la mémoire comme une inscription, comme une écriture avant même toute forme de projection sur un support d'écrit du souvenir ou de la mémoire. Le Librillo de Memoria appartient à ce risque couru de la mémoire lorsqu'elle envisage l'écriture, à ce passage de la métaphore de l'écriture dans l'âme à la réalité matérielle de l'écriture sur un objet. Du coup, il est une de ces archives de la mémoire dont parle Ricoeur, une de ces archives qu'il qualifie de ressources ou de rappels, mais en même temps une de ces archives qui peut ou doit disparaître pour faire place à d'autres. Ce caractère éphémère de l'inscription mémorielle, y compris dans sa dimension la plus matérielle sur le Librillo de Memoria, peut être une de ces figures de ce que Ricoeur appelle l'oubli de réserve, c'est-à-dire un oubli qui est la condition même de la mémoire, un oubli qui libère et qui permet du coup
d'avancées dans l'existence, mais qui est de réserve parce que, sous certaines conditions, ce qui a été oublié peut être mobilisé et faire retour comme souvenir. En quelque sorte, l'oubli serait le caractère inaperçu de la persévérance du souvenir. Ce paradoxe qui est que l'oubli est de réserve, la chose n'est plus présente à la mémoire, mais en même temps, elle est récupérable sous certaines conditions, par exemple le travail de l'anamnèse. Alors c'est un point absolument essentiel, l'oubli comme condition de la mémoire, et qui peut être élaboré à partir de plusieurs références. Dans le livre de Ricoeur, il y a trois références fondamentales. La première référence, la plus philosophique, sur laquelle je vais, la plus difficile aussi, passer, mais qui est en quelque sorte le socle de la réflexion de Ricoeur, c'est dans le livre de Heidegger « Être et temps », et d'où il extrait cette citation essentielle « Le souvenir n'est possible que sur la base d'un oublié et non pas l'inverse ». Donc la formulation de l'idée selon laquelle c'est l'oubli qui rend possible le souvenir, parce que c'est un oubli de réserve, c'est un oubli de ressources, et qui est du coup une possibilité, sous certaines conditions, du retour de la mémoire. La deuxième référence attendue, celle que je vais commenter peut-être le plus longuement, qui est celle du conte de Borges, Funes el Memorioso, Funes ou la mémoire. Il s'agit d'un bref récit, comme toujours chez Borges, qu'il a écrit pour le journal La Nación, un des deux journaux de Buenos Aires, avec Clarín, en juin de 1942. Il y en avait d'ailleurs une ébauche l'année précédente dans la revue Sur, qui était la revue des Sœurs Ocampo. Et pour la première fois, ce conte va participer d'un recueil de contes de Borges dans le livre de 1944, Artifices. Et le conte entrelace deux motifs. D'un côté, l'oubli comme condition de la pensée, et parce que la pensée est un processus d'abstraction et de généralisation. Et comme le dit le conte, Funes, ne l'oublions pas, était presque incapable d'idées générales, platoniques. Et d'autre part, l'oubli comme condition du sommeil. Funes a cette difficulté, il lui était très difficile de dormir. Dormir, c'est se distraire du monde. Dans un des nombreux entretiens qu'il a donnés sur sa propre œuvre, Borges revient sur les conditions d'écriture de Funes el Memorioso, et il le désigne ainsi, un bonhomme très ignorant, qui a une mémoire parfaite, si parfaite que les généralisations lui sont interdites. Il meurt très jeune, accablé par cette mémoire qu'un Dieu pourrait supporter, mais pas un homme. Ce serait le cas contraire. Funes ne peut rien oublier. Par conséquent, il ne peut pas penser, parce que pour penser, il faut généraliser, c'est-à-dire qu'il faut oublier. Ce que je veux sûrement dire, continuait Borges, c'est que dans les dernières lignes, Funes meurt. Il meurt accablé sous le poids d'un passé trop minutieux pour être supporté. Un passé fait surtout de circonstances qu'en général on oublie. Non seulement il peut tout reconstituer, mais il est obligé de le faire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se débarrasser du poids de l'univers. Donc c'est un entretien de 1967 où l'on voit que l'oubli est à la fois la condition de la pensée, parce que la pensée c'est la généralisation et l'abstraction. L'oubli est la condition du sommeil, parce que le sommeil c'est la distraction du monde, et finalement l'oubli est la condition même de l'existence, puisque ce poids accablant de l'univers est la raison même du décès très précoce de Funes el Memorioso. Funes allie une extrême sensibilité de la perception, qui est incapable de toute forme d'abstraction, et une capacité sans limite pour accumuler les savoirs. Mais accumuler les savoirs n'est pas penser.
Il peut tout apprendre, les langues, le monde, l'histoire, comme il le déclare lui-même. Et là, je me réfère au texte même de Borges, qui compare l'homme ordinaire, nous, et cette mémoire prodigieuse et accablante de Funès. D'un coup d'œil, nous percevons 3 vers sur une table. Funès, lui, percevait tous les rejets, les grappes, les fruits qui composent une treille. Il connaissait les formes des nuages austraux de l'aube du 30 avril 1882 et pouvait les comparer aux souvenirs des marbrures d'un livre en papier espagnol qu'il n'avait regardé qu'une fois et aux lignes de l'écume soulevées par une rame sur le Rio Negro. Ces souvenirs n'étaient pas simples. Chaque image visuelle était liée à des sensations musculaires, thermiques, etc. Il pouvait reconstituer tous les rêves, tous les demi-rêves. 2 ou 3 fois, il avait reconstitué un jour entier et il n'avait jamais hésité. Mais chaque reconstitution lui avait demandé un jour entier. Il me dit « J'ai à moi seul plus de souvenirs que n'en peuvent avoir eu tous les hommes depuis que le monde est monde, et aussi mes rêves sont comme votre veille. Et aussi, vers l'aube, ma mémoire, monsieur, est comme un tas d'ordures. Une circonférence sur un tableau, un triangle rectangle, un losange, sont des formes que nous pouvons percevoir pleinement. De même, Irénéo percevait, c'est-à-dire le vrai nom de Funès au prénom, percevait les crins embroussaillés d'un poulain, quelques têtes de bétail sur un coteau, le feu changeant et la cendre innombrable, les multiples visages d'un mort au cours d'une longue veillée, je ne sais combien d'étoiles il voyait dans le ciel. Donc, cette idée de cette extrême sensibilité qui lui fait souvenir de tous les détails et donc l'éloigne, non pas d'une accumulation des connaissances, puisqu'il apprend, mais d'une capacité à la pensée et d'une capacité à dormir, et ce qui fait de lui un monstre, comme le dit le texte, car, comme le souligne dans le texte Borges, penser, c'est oublier des différences, c'est généraliser, abstraire. Dans le monde surchargé de Funès, il n'y avait que des détails presque immédiats. Et le génie de ce conte est d'inverser les jugements traditionnels. D'abord parce que, classiquement, c'est à la suite d'un accident ou d'une maladie que les êtres perdent la mémoire. Or, pour Funès, c'est justement à la suite d'un accident, d'une chute, il a été heurté par un cheval à demi sauvage, que Funès est devenu irrémédiablement infirme, mais qu'en même temps, il a acquis cette mémoire sans limite et sans reste. D'autre part, alors que dans la littérature, les cas des mémoires prodigieuses sont traditionnellement l'objet de la plus grande admiration, c'est cette mémoire prodigieuse qui cause le malheur de Funès, qui le conduit à la mort à l'âge de 19 ans. Et Borges établit un lien textuel entre l'exaltation des mémoires exceptionnelles des grands hommes du passé avec la mémoire, elle, funeste de son héros, qui est à la fois pitoyable et monstrueux, par une référence qui fait de la lecture du livre 7 de l'histoire naturelle de Pline la lecture de Funès lui-même. Et ici, on voit que c'est dans ce texte de Pline, qui va servir de base à toutes les compilations où sont exaltées et admirées des mémoires prodigieuses, Borges l'inscrit dans sa propre écriture comme étant ce que Funès a lu et en même temps comme étant juste le contraire exalté et exaltant de ce qui est pour Funès pitoyable et périlleux. Irénéo commença par énumérer en latin et en espagnol les cas des mémoires prodigieuses consignés par la Naturalis Historia, l'histoire naturelle de Pline. Cyrus, le roi des Perses, qui pouvait appeler par leur nom tous les soldats de ses armées,
Mithridate Eupator, qui rendait la justice dans les 22 langues de son empire, Simonide, l'inventeur de la mnémotechnie, Métrodore, qui professait l'art de répéter fidèlement ce qu'il avait entendu une seule fois. Et on pourrait tracer une continuité entre ce texte essentiel et matriciel sur les mémoires extraordinaires, qui est le texte donc de Pline au livre 7 de son Histoire naturelle, pour aller jusqu'à son utilisation par Borges ou sa référence par Borges dans Funes El Memorioso, et en passant par les compilations qui, à l'époque moderne, se sont emparées de ce thème de la mémoire, et en particulier de ce thème des mémoires prodigieuses. L'un des textes lus par Cervantes était ce texte de Pedro Mejía, La Silva de Varia Lección, qui est un recueil, une anthologie sur tous les savoirs ou les curiosités du monde, publié en 1540 à Séville. Et dans le chapitre 7 de la troisième partie, on rencontre les cas de ces mémoires prodigieuses. Le titre de ce chapitre 7, je traduis, puisque je pense que le livre n'a jamais été traduit en français, que la mémoire est une chose excellente. Pourquoi ceux qui ont l'esprit aigu ont une faible mémoire? Pourquoi les hommes se souviennent-ils autant de ce qui leur est arrivé lorsqu'ils étaient enfants? Et où l'on donne des exemples d'hommes à la grande mémoire. Et l'énumération, pour partie, même si elle ajoute d'autres cas, est celle rencontrée par Mejía dans Pline le Jeune. Et on peut penser que Cervantes, qui a utilisé la Silva de Varia Lección, ne fût-ce que dans ce passage que j'ai cité plus haut, c'est-à-dire sur quoi écrivaient les anciens avant que l'on ait le papier, et ce qu'imagine Don Quichotte d'écrire sur l'écorce des arbres ou sur le papyrus ou sur la cire, vient directement de ce chapitre de la Silva de Varia Lección qui évoque tous les supports de l'écriture avant le papier. Il l'a utilisé aussi, comme je l'avais dit il y a 15 jours, pour le Persiles et Sigismunda. Et donc ce lien entre Pline, Mejía, Cervantes et Borges définit ce traitement de la mémoire prodigieuse, soit comme un objet d'admiration, mais soit aussi comme le constat de son péril. Alors je termine cette première heure, peut-être en débordant un petit peu, avec le troisième texte que Ricoeur utilise pour construire la notion d'oubli de réserve, de l'oubli comme condition de la mémoire. C'est un texte ce sont les textes de Freud. Mais j'ajouterai un texte qu'il ne cite pas, mais qui pourtant est peut-être plus encore lié avec cette idée de l'oubli de réserve, et qui est le texte de Freud de 1925, qui a pour titre « Note sur le bloc magique », Wunderblock, qui est un texte lui aussi longuement commenté par Derrida. Qu'est-ce qu'était le bloc magique, ce Wunderblock, dans la Vienne de la fin du XIXe siècle? C'est une sorte d'ardoise magique, c'est-à-dire un objet qui est composé d'une tablette de cire ou de résine. Sur cette tablette de cire ou de résine est posée une plaque de celluloïd transparente et une feuille de papier cirée, translucide. L'écriture est tracée avec un stylet et elle peut s'effacer lorsque, comme dans les ardoises magiques qu'on peut encore rencontrer, on tire vers le bas la plaque de celluloïd et le bloc devient disponible pour une nouvelle écriture. Mais comme le souligne Freud, si l'on expose ce bloc dans une lumière appropriée, il est possible de déchiffrer les traces laissées par l'écriture qui a été pourtant effacée. Et du coup, il y a là pour Freud la possibilité de la résolution de la contradiction qui existe lorsque on est face à la fixation écrite des traces de la mémoire. Parce que, comme il le fait remarquer dans la première page de ce très court essai,
Si je veux me servir abondamment de la technique de la notation écrite pour l'amélioration de ma fonction mémorielle, je remarque que deux procédés distincts sont à ma disposition. Je peux premièrement choisir une surface d'écriture qui garde intacte, pendant un temps indéterminé, la note à elle confiée, soit donc une feuille de papier sur laquelle j'écris à l'encre. Je conserve alors une trace mnésique durable. L'inconvénient de ce procédé consiste en ce que la capacité de réception de la surface d'écriture s'épuise bientôt. La feuille est entièrement écrite, n'a plus d'espace pour de nouvelles notations, et je me vois obligé de faire usage d'une autre feuille, encore non écrite. De plus, l'avantage de ce procédé, qui fournit une trace durable, peut perdre pour moi sa valeur, notamment lorsque mon intérêt pour la note s'est éteint après quelque temps et que je ne veux plus la maintenir en mémoire. L'autre procédé est exempt de ces deux défauts. Si par exemple j'écris à la craie sur une tablette d'ardoise, j'ai une surface de réception qui reste pendant un temps illimité capable de réception et dont je puis détruire les notations dès qu'elles ne m'intéressent plus, sans qu'il me faille rejeter la surface d'écriture elle-même. L'inconvénient est ici que je ne peux pas conserver une trace durable. Si je veux porter sur la tablette de nouvelles notes, il faut effacer celle dont elle est déjà recouverte. Capacité de réception illimitée et conservation de traces durables semblent donc s'exclure pour les dispositifs par lesquels nous fournissons à notre mémoire un substitut. Il faut ou que la surface réceptrice soit renouvelée, c'est le cas de la feuille de papier, ou que la notation soit anéantie, c'est le cas pour l'ardoise. Et du coup, le Wunderblock, le bloc magique, permettait de résoudre cette contradiction, puisqu'il peut effectivement fournir les deux choses, une surface de réception toujours prête et des traces durables des notations reçues. Mais des traces durables qui sont récupérables sous certaines conditions, c'est-à-dire les conditions d'une lumière oblique qui permet de déchiffrer ce qui a été effacé. Alors pourquoi l'intérêt de Freud, évidemment, pour cet objet qui permettait de rassembler une capacité de réception illimitée comme les feuilles de papier, mais en même temps de permettre l'effacement, mais tout en conservant des traces comme qui permettait qui permettait l'effacement comme la tablette d'ardoise, mais avec la possibilité de lier les deux et non pas de les voir dissociés, c'est parce que pour lui, il y avait là comme une sorte d'analogie matérielle de la structure même de l'appareil psychique, du moins de l'appareil psychique tel qu'il continue de le décrire jusqu'à peu près la même date, c'est-à-dire 1925, dans le moment où la conceptualisation de cet appareil psychique est préconscient, conscient et inconscient. Puisqu'on l'on voit que d'un côté, le système de la perception et de la conscience a une capacité illimitée à recevoir des perceptions, mais sans inscription durable. Et d'un autre côté, le système mnésique, le système de la mémoire, conserve des traces durables, récupérables, mais situées dans l'inconscient. Et donc, on avait, dans le cas du Wunderblock, comme une sorte de métaphore matérielle de ce qu'était pour Freud le fonctionnement du système de l'appareil psychique, puisque d'un côté, les capacités de la perception et de la conscience infinie de recevoir de nouvelles traces supposaient qu'elles étaient, que d'autres, les plus anciennes, étaient oubliées, mais que de l'autre côté, ces traces oubliées, dans l'inconscient, étaient en réserve, disponibles à condition de les faire revenir à la conscience, et c'était tout le travail de la psychanalyse. On voit donc que sur le Wunderblock, comme sur le Librio de Memoria, les écrits sont effaçables et éphémères, multipliés de manière illimitée, mais que dans les deux cas, les inscriptions disparues peuvent être, sous certaines conditions, déchiffrables, au moins partiellement, pour qui sait les retrouver. Et Freud utilise le Wunderblock pour faire comprendre la relation entre perception illimitée et inconscient comme conservatoire de traces. Et Cervantes, lui, utilisait le Wunderblock de son temps, c'est-à-dire le Librio de Memoria,
pour une autre fin, celle par laquelle j'avais terminé l'exposé il y a 15 jours, c'est-à-dire pour désigner cette vulnérabilité dans son histoire de toutes les formes de la mémoire et de tous ses supports, qu'ils appartiennent à la tradition orale ou à la culture écrite. Et cette vulnérabilité de la mémoire, pour autant, elle ne rend pas indisponible des traces ténues, mutilées, brouillées que le passé a laissées en chacun, comme le montrent les quêtes de l'anamnèse, ou comme le montre la survenance du souvenir, ou comme pourrait le montrer ce qui peut encore être lu de ce qui a été effacé sur le Librio des Memoria. On a donc ces trois, et je termine avec ça, ces trois références pour construire cette idée clé de l'oubli comme condition de la mémoire, mais d'un oubli qui n'est pas radical, qui est des traces disponibles, récupérables, avec l'ontologie de Heidegger, avec la fiction de Borges, Funes el Memorioso, et avec cette référence à Freud que j'ajoute ici au livre de Ricoeur, puisque s'il évoque deuil et mélancolie, il ne mobilise pas cet essai très court sur le Wunderblock qui désigne à sa façon un objet contemporain, au moins du XIXe siècle, mais encore du XXe siècle pour les ardoises magiques, qui était dans ses structures morphologiques identiques avec les Librio des Memoria, sauf que l'effacement se fait mécaniquement en tirant la plaque de celluloïd dans le cas du Wunderblock, et qu'il se faisait par un procédé plus rustique, c'est-à-dire un chiffon mouillé, ou même la salive sur un doigt, sur la surface embetunada, sur la surface vernie et du Librio des Memoria. Alors on peut en rester là, faire une petite pause, je reprendrai sur le deuxième grande opposition qu'on trouve chez Ricoeur et chez Cervantes, où Ricoeur nous aidant à la mettre en évidence dans Cervantes, c'est celle qui existe entre mémoire collective et mémoire personnelle. Non plus l'opposition entre survenance du souvenir et travail de la mémoire, mais l'opposition entre ce qui est le souvenir de l'individu et d'autre part, pour citer Alvax, les cadres sociaux de la mémoire. On peut prendre peut-être 5 minutes et recommencer donc à 11h12, puisque je vois qu'il est 11h07.